commence donc notre première table ronde sur le thème un peu provocateur. Le modèle associatif est-il encore à la page? Jugée ringarde, peu agile, peu performante, notamment sur le plan économique. Les associations sont bien souvent accusées de faire partie de l'ancien monde. Quelles sont les plus-values du modèle associatif face au modèle lucratif? Ce modèle doit-il évoluer? Quelle est la place de ce modèle dans la défense des plus fragiles, mais aussi dans la démocratie? Pour répondre à toutes ces questions, j'appelle à la tribune Audrey Fortassin, coprésidente de Démocratie Ouverte, et Julien Mémon, président de l'association Linky. On peut les applaudir. Alors, on va commencer directement ce petit débat, cette petite discussion justement autour du fait de savoir si les associations sont modernes ou ringardes. Hein. On va vraiment clairement se poser la question. Déjà, une première question moi, que je voulais poser à Julien Mémon, donc président de l'association Linky. L'expression est connue hein, du côté de l'UNIOS. Voilà, mais moi, je vais vous poser cette question. Les associations sont-elles des entreprises comme les autres? Bonjour. Alors c'est un vaste sujet, hein, je vous laisse développer. Et on a peu de temps, on nous a dit, donc on va tenir le délai. Merci beaucoup, merci à vous et merci de l'invitation. Je suis très heureux de représenter Linky. Linky Entraide étudiante, qui est une association qui aide les étudiants, qui fait de l'aide alimentaire aux étudiants. Toutes les files d'attente d'étudiants qui vont chercher un colis alimentaire que vous avez vu pendant le confinement, c'est souvent des images qui sont tirées de nos distributions. On est présent dans les grandes villes universitaires en France et ça représente des volumes très importants puisque ça représente 2 300 000, 2 500 000 repas à l'année pour les étudiants, distribués par des étudiants, pour des étudiants. Et on est présent à Lyon. Donc voilà, c'est l'occasion de le saluer et de saluer l'équipe de bénévoles aussi à Lyon. Pour répondre à votre question, très rapidement, est-ce que les associations sont des entreprises comme les autres? Oui et non. Non, parce qu'elles échappent à la règle de la lucrativité immédiate. Ça ne veut pas dire qu'elles ne respectent pas des équilibres économiques. Oui, évidemment, parce qu'elles créent de la valeur. Elle crée de la richesse, elle crée de l'emploi. Un certain nombre d'associations, en tout cas, le font. Peut-être pas toutes les associations. Il y a des associations qui, comme les entreprises, se créent et puis périclitent et disparaissent. Et puis, il y a plein d'associations qui deviennent des institutions sur lesquelles repose la puissance publique. Aujourd'hui, vous avez des pans entiers de l'action et de l'action sociale en particulier qui reposent sur des associations, sur le travail qui est fait par des associations. Et les dirigeants, l'état-major de ces associations ont en tête et ont en pratique, en commun, tous les jours, la nécessité de tenir des équilibres économiques, de recruter des gens, de gérer des conflits, de gérer ce qui sort et ce qui rentre en termes de financement, en termes de soutien, pas seulement financier. Et ce sont des gens qui ont, je pense, dans l'entreprise ou dans l'associatif, l'esprit d'entreprendre, c'est-à-dire la volonté de créer, éventuellement d'innover. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça arrive aussi. Et il faut leur reconnaître ça. Et je ne crois pas que l'habit, fût-il juridique, l'habit, le statut de la structure, fasse le moine. Je pense que ça dépend vraiment des gens qui sont à l'origine du projet, de la philosophie du projet, puis de sa manière de se réaliser sur le terrain. D'accord. Audrey Fortassin, est-ce que vous partagez cette analyse? Qu'est-ce qui pourrait différencier justement une entreprise dite classique d'une association? On a bien compris que la première différence, c'est la non-lucrativité ou la lucrativité. Mais voilà, est-ce que vous voyez d'autres différences aussi, puisque Démocratie Ouverte travaille beaucoup sur la question de la gouvernance aussi, donc peut-être vous en pensez. Merci de me lancer la perche. En plus de ça, les associations payent des taxes sur les salaires comme les entreprises. Donc on a des allègements fiscaux plutôt sur les dons, mais pas forcément sur les salaires, ce qui d'ailleurs crée une tension au niveau de l'emploi. Et pour compléter ce que tu disais, il y a aussi au sein des associations quand même différents types d'associations. Donc on va avoir les associations qui ne sont pas employeuses, celles qui le sont, les structures de santé, établissements de santé dont vous êtes nombreux à faire partie aujourd'hui. Voilà. Et donc la question de la gouvernance, le statut loi 1901 nous laisse une certaine liberté, peut-être plus libre et plus large, de créer aussi, d'être innovant et d'inventer des modèles de gouvernance on va dire un peu plus ouverts, plus participatifs aussi.
plus tournant. On pourra y revenir peut-être après sur les plus-values du modèle associatif. Voilà. Très bien. Justement, moi, je reste avec vous, Audrey, justement sur les... puisque Julien nous disait que voilà, il y avait le statut n'est pas vertu, hein, voilà, vous l'avez dit différemment, mais le statut n'est pas vertu. C'est quoi les plus-values selon vous du modèle associatif, du modèle non lucratif, donc sur le modèle lucratif, puisque on a l'impression que parfois, dans la tête des pouvoirs publics, il y a une espèce de confusion. Il y a aussi une concurrence qui est réelle, hein, notamment dans un certain nombre de secteurs, personnes âgées, petite enfance, du lucratif sur le non lucratif. C'est quoi les plus-values du modèle associatif sur le secteur lucratif? Alors, une association n'est pas censée faire concurrence à une entreprise et en général, on lui rappelle bien. Je le dis pour les règles fiscales. Il faut que la concurrence soit saine et des fois, elle n'est pas vraiment. Et donc, voilà, c'est ça aussi. On peut, voilà, ça, tout dépend des tarifs qu'on pratique. Je faisais juste une petite blague, mais les plus-values, elles sont nombreuses. Et moi, pour avoir été côté, à titre personnel, privé et côté associatif, en étant salarié, en étant membre de conseil d'administration et bénévole des deux côtés, ce que j'observe, c'est que, numéro 1, la représentation des femmes, dans les, mine de rien, en tout cas moi, dans les structures où j'ai pu être engagée, et je suis aujourd'hui coprésidente d'une structure qui a 15 salariés, qui pour notre secteur est plutôt voilà, grosse, la représentation des femmes est quand même un levier numéro 1, en tout cas sur le modèle associatif. La représentation des jeunes dans les conseils d'administration est possible et beaucoup plus facilement, et des enfants. 4 bénévoles sur... je crois qu'il y a, je sais plus, 40%, je crois, des... 40% des membres du CA sont des jeunes, c'est ça? Alors, en tout cas, dans les structures dans lesquelles moi j'ai pu être, on a des étudiants, mais à côté de ça, dans le secteur, c'est 1%, je crois, des étudiants qui sont assis dans les conseils d'administration. Donc, mais pour autant... alors que dans l'entreprise, il est hyper difficile d'accéder en fait à ces espaces de pouvoir et de décision et de responsabilité. En fait, dans le modèle associatif, c'est possible. Peut-être que je m'arrêterai là pour pas être trop longue non plus, mais, le sujet de la représentation des femmes, de la représentation des jeunes et des publics qui sont dont on a parlé ce matin, voilà, qui sont les plus en situation de vulnérabilité. On voit qu'il y a des gouvernances. On va le voir d'ailleurs sur la prochaine table ronde. Il y a des gouvernances extrêmement modernes, hein, qui donnent la parole. On va avoir une vice-présidente d'association qui va nous le rappeler, qui est des modes de gouvernance assez modernes. Alors après, c'est vrai, est-ce qu'on peut demander à une entreprise, par exemple une entreprise du lucratif, du secteur des personnes âgées, de mettre des personnes âgées au conseil d'administration? On doit le faire. On doit le faire, voilà. On parlait ce matin du problème de mais qu'est-ce qui fait que l'argent qu'on a dans les caisses n'est pas bien utilisé? Eh bien, les premières concernées doivent être associées aux décisions. C'est une évidence pour moi. Ouais, tout à fait. Et le modèle associatif le permet et doit inspirer le modèle entreprise. Mais il existe aussi dans le modèle entreprise ce qu'on appelle les entreprises libérées qui essayent effectivement de travailler un peu sur ces... Oui, Julien, il y a ces fameuses entreprises à mission aussi. Enfin, il y a des formules aussi et c'est là où, alors moi c'est une question que je pose, hein, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de confusion aussi qui peut s'instaurer entre des entreprises du secteur lucratif qui ont un statut, qui deviennent entreprises à mission, etc., et le modèle associatif traditionnel où on ne sait plus vraiment faire la différence, puisque parfois les entreprises à but lucratif adoptent aussi un certain nombre de méthodes du modèle associatif. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de confusion autour de tout ça? Alors ça, c'est sans doute une question qu'on aurait pu poser à Maxime Baduel, parce que dans l'économie sociale et solidaire... on n'a pas pu lui poser la question. Oui, je vois bien, il était là, mais il vient de partir. Mais dans la loi sur l'économie sociale et solidaire, justement, il y avait l'idée de mettre dans un même groupe tout un ensemble de structures qui ont des statuts différents, qui ont des histoires différentes, qui ont des rapports au monde qui sont différents, et de créer des synergies entre ces mondes et de faciliter les passerelles. Sans doute qu'il y a des réussites, sans doute aussi qu'il y a quelques échecs. Je pense à toutes les entreprises qui font partie de l'économie sociale et solidaire et qui sont donc à lucrativité encadrée, sinon limitée ou encadrée, et qui en réalité sont des entreprises lucratives comme plein d'autres entreprises, mais qui ont besoin de cet agrément pour pouvoir exister dans différents secteurs. Avec peu de SS washing ou... Bien sûr, bien sûr. Mais dès que vous créez un dispositif
dispositif, forcément, vous avez des gens qui cherchent à l'utiliser à leur propre profit, de la même manière que quand vous créez... C'est comme l'écologie, en fait. Comme vous créez une taxe, vous avez des gens qui vont nécessairement la contourner. Mais vous avez dans les associations, le monde associatif n'est pas non plus uniforme et plat. Vous avez plein d'associations de type très différents. Et vous avez de petites associations, il suffit d'être 2 ou 3 personnes et on peut créer une association. Et vous connaissez les chiffres du nombre de créations. Je crois que c'est 65 000 créations par an en France. C'est quand même assez considérable. Entre ces petites associations qui existent et puis de l'autre côté, la FIFA, qui est une association à ma connaissance. Il ne s'agit pas de remettre en cause le football ici, mais sur la non-lucrativité, peut-être qu'il y a des questions à se poser. Effectivement, je pense qu'il y a des questions à se poser, ouais, tout à fait, tout à fait. Justement, si on questionne un peu ce fameux modèle associatif, vous évoquez des gouvernances modernes avec un certain nombre de publics qui peuvent faire partie des conseils d'administration. Quelles seraient les pistes très globales pour que ce modèle évolue? Puisque, en fait, comme je le disais en introduction, des fois, ce modèle, il est jugé un peu vieillot, un peu agile, un peu pas innovant, alors que je suis bien placé pour le savoir, il y a énormément d'innovation parmi les associations. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire évoluer ce modèle et le moderniser encore et peut-être mobiliser d'autres formes de public, notamment dans le bénévolat? Enfin voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Qu'on voit tous midi à notre porte. Donc moi, je vois un modèle qui est hyper innovant parce qu'en fait, les petites structures et qui sont plutôt de petite taille, pas employeuses, qui gravitent autour de mon secteur, qui est plutôt la démocratie, l'engagement citoyen, prennent même des formes qui ne sont même plus associatives, en fait, qui sont des formes de collectifs, de mouvements, de groupes, voilà, de collectif citoyen. Oui, collectif citoyen. Et ça reste une forme en fait d'association entre personnes qui n'est pas forcément régie par une loi 1901, mais qui est peut-être la suite d'eux. Et d'ailleurs, quand on regarde où se trouvent les jeunes, quand je dis jeunes, je ne m'inclus pas dans les jeunes maintenant, puisque j'ai passé le cap des 30 ans et donc je ne suis considérée pas comme jeune. Vous avez la chance. Donc moins de 30 ans. Non, mais je veux dire moins de 20 ans, c'est-à-dire les jeunes, quoi, les 14-25 ans, ceux qui ne vont pas aux urnes, vous savez, les mêmes là, dont on parle tout le temps. Ceux-là, en fait, ils sont aussi pas dans les associations, ou alors ils y sont, mais du coup de manière beaucoup plus ponctuelle. Donc il y a aussi une forme d'engagement qui change et qui évolue. Et donc peut-être qu'effectivement on devrait commencer à ouvrir un peu le spectre de qu'est-ce qu'on appelle association et puis de différencier. On en parlait tout à l'heure, un établissement qui fait de l'accueil de personnes en situation de handicap très lourd et quelqu'un comme moi qui fait de l'action de terrain et qui va former des gens pour qu'ils prennent des mandats politiques. On n'a rien à voir, et la FIFA, enfin je veux dire, voilà. Donc il y a de ça pour moi. Il y a peut-être alléger les conditions du coup financières qui vont avec, les taxations sur les salaires, enfin tous ces trucs-là qui empêchent aussi certaines structures d'émerger. Voilà. Et je sais plus ce que je voulais dire. D'accord. Il y a un certain nombre de propositions aussi qui concernent, puisque vous parliez des conseils d'administration, la possibilité à des personnes, par exemple, qui travaillent de faire partie de conseils d'administration. Tu veux que je parle de mon conseil d'administration? Non, mais d'aménager, oui, d'avoir une représentation par exemple, salariés, les horaires, oui, que ce ne soit pas forcément de 2 à 5, mais ça peut avoir lieu plus tard. Enfin, oui, voilà, de toutes les propositions. Je crois que c'était le Haut Conseil de la vie associative qui avait fait un certain nombre de propositions sur le sujet. Oui. Est-ce que ça aussi, ça doit être mis au débat si on envisage l'évolution du modèle associatif? Il y a aussi la question de qui sont les personnes aujourd'hui qui s'engagent et qui peuvent s'engager avec le temps. Donc, soit c'est les jeunes, et effectivement, quand on regarde les chiffres des baromètres, c'est entre 35 et 50 ans, il y a un trou d'engagement parce que on est jeune parent, parce qu'on est jeune actif, parce qu'en fait, on a moins le temps, parce que en fait, moi, j'ai plus envie d'aller faire des grosses manifs le week-end. Et j'ai envie de voir mes enfants, en fait, voilà. Et donc, ça revient aussi avec, après 55, 60 ans, quand on passe à la retraite, d'avoir plus de temps. Enfin, je pense qu'on a vu aussi un peu la composition de la salle, et je pense qu'il n'y a pas de jugement. Merci d'être là. Merci d'être là. Bravo pour vos engagements. Mais en fait, on est aussi dans un trou, quoi. Tout à fait. Et donc, les formes d'engagement, les formes de rassemblement doivent s'adapter aussi à ça, aussi bien qu'elles doivent s'adapter aux très jeunes qui ont envie de venir 1 heure par-ci, 1 heure par-là. D'accord, ok. Voilà, mais je sais que c'est pas toujours facile dans les structures dans lesquelles on est. Ouais. Mais il faut faire confiance aussi aux personnes. Pardon, j'étais un peu longue. Non, pas de problème. Julien, justement, je voudrais rebondir sur la proposition d'Audrey de dire, finalement, est-ce que il faut forcément passer par la loi 1901 pour être qualifié d'association, et peut-être sur cette idée aussi de se dire que ces fameux collectifs qui existent depuis même avant la crise sanitaire, déjà ça se développait et qui mobilisent des jeunes
adolescents, ou en tout cas très jeunes adultes. Est-ce que c'est finalement l'avenir du monde associatif? Donc, je voudrais juste que vous réagissiez sur ces deux observations-là. J'avais juste un petit point préalable, mais entre le modèle d'entreprise et le modèle d'association. Ouais. J'ai l'impression qu'en France, on vit tous avec une espèce de caricature en tête de l'entreprise qui fonctionne, de l'entreprise qui est rentable, de l'entreprise qui progresse, de l'entreprise qui va gagner des parts de marché, et de l'autre côté, de l'association qui fait quelque chose de positif pour la société, qui fait de son mieux, mais qui est quand même pas très efficace. Je pense que c'est une idée reçue à laquelle il faut absolument tordre le cou. Je pense qu'il y a beaucoup d'associations qui sont beaucoup plus fonctionnelles que ce qu'on leur prête comme qualité. Je pense qu'il y en a quelques-unes aussi qui ont du mal à fonctionner, évidemment, mais je pense qu'il y a surtout beaucoup d'entreprises qui ne sont pas aussi vertueuses qu'elles en ont l'apparence, et que c'est important de ne pas voir à travers le statut d'une structure son efficacité locale. Le deuxième point, par rapport à la discussion qu'on avait avant sur la différence entre les deux modèles et les évolutions, je crois qu'au-delà du fait de sortir de la sphère lucrative, ce qui préserve d'un certain nombre de travers, parce que quand vous êtes dans la sphère lucrative, vous êtes soumis à quelques règles qui peuvent être des règles assez directes. Assez sous la pression des actionnaires, par exemple. Voilà, la pression des actionnaires, quand vous êtes une société qui est sous la pression des actionnaires, ce qui n'est pas le cas de toutes les sociétés, mais juste dans les rapports de force entre un prestataire et un client, si vous n'avez pas suffisamment de clients, enfin, vous ouvrez un restaurant, vous n'avez pas suffisamment de clients, vous dépensez, et puis vous n'avez pas suffisamment de rentrées, et forcément, vous êtes obligé de mettre la clé sous la porte et de licencier les gens que vous avez employés, etc. Donc, il y a une réalité qui est brutale, mais ça ne veut pas dire que les associations sont déconnectées du monde de l'entreprise. C'est là-dessus que je voulais intervenir aussi, c'est que je vois comment nous on fonctionne. On est en lien évidemment avec les pouvoirs publics, puisqu'on a en quelque sorte une mission de service public qui n'est pas reconnue en tant que telle juridiquement, mais on assure l'aide alimentaire aux étudiants qui sont en précarité alimentaire. On le fait tous les jours dans toutes les grandes villes. Il y a personne d'autre. Évidemment, il y a plein d'associations étudiantes qui existaient depuis très longtemps et qui ont fait ça à leur échelle. Mais là, nous, on l'a mis en place de façon assez massive à l'occasion d'une crise sans précédent, qui est la crise qu'on a connue. Mais cette fonction qu'on assure dans la société, évidemment, aucune institution privée lucrative ne pourrait le faire, et aucun organisme public ne serait en mesure de l'assurer concrètement sur le terrain. C'est la raison pour laquelle il y a un certain nombre d'associations qui aujourd'hui en France jouent un rôle qui est un rôle de opérateur, en quelque sorte, des services publics, sans lesquels ces associations, sans lesquels les ministères ne pourraient pas tourner en quelque sorte. Et le dernier point, pour faire très très vite, mais c'est sur la distinction entre les deux modèles, c'est la place des bénévoles, c'est la place du bénévolat. C'est que dans une entreprise, vous n'avez pas de bénévoles, en tout cas traditionnellement, vous n'en avez pas, c'est très marginal. Dans les associations, vous en avez quasi systématiquement. Et sans rentrer dans les chiffres du bénévolat en France et ce que ça implique, moi je voudrais insister sur ce que ça apporte aux bénévoles de s'impliquer sans un gain lucratif, parce qu'il y a un autre gain. Il y a un intérêt à aller dans une association, il y a un intérêt à aller y passer du temps. Sauf que cet intérêt, ce n'est pas un intérêt financier. C'est un intérêt social, c'est un intérêt humain, c'est un intérêt philosophique, c'est un intérêt en termes d'inclusion dans un territoire, parce qu'on va rencontrer des gens qu'on ne connaissait pas et qu'on ne pouvait pas rencontrer sans venir donner un petit peu de temps à cette association. Et je pense que c'est un bien fondamental, je pense que c'est un bien commun, et je pense que sans les associations, il n'y a pas de société. Très bien. Julien, je voudrais rester sur cette idée que vous avez développée que les associations, quelque part, quand elles répondent à un besoin sur le terrain, sont un peu des opérateurs du service public. Ça m'amène à une anecdote que je vous avais d'ailleurs soumise quand on a préparé la table ronde, où j'étais allé au moment de la création d'une association qui travaillait Singa, voilà, qui travaillait dans la défense des réfugiés, en tout cas dans la promotion de la place des réfugiés dans la société française. Et j'ai vu des jeunes très chouettes qui avaient plein d'initiatives, plein d'imagination, ultra créatifs. Et je leur ai dit, mais est-ce que vous avez une idée, quel jugement vous portez sur le contenu des politiques migratoires françaises? Est-ce que voilà. Et en fait, il m'avait dit, mais nous, notre rôle, c'est pas de porter un jugement sur les politiques en place, c'est d'aider les gens.
Et en fait, voilà, je voulais vous faire réagir sur cette anecdote parce qu'elle me paraissait, ça fait référence pour moi à ce que vous développez comme idée d'opérateur, c'est-à-dire que opérateur, ça veut dire on répond à un besoin, mais est-ce qu'opérateur, ça veut dire on peut être en capacité de critiquer les politiques publiques mises en œuvre. Voilà. Alors oui, très clairement. Enfin, moi, je pense, nous, on se vit comme des opérateurs du service public de la précarité alimentaire, donc d'essayer de lutter contre cette précarité, et on le fait de façon d'autant plus innovante que notre aide alimentaire est durable dans la mesure où on va récupérer des invendus alimentaires un peu partout, dans les cantines scolaires, dans la restauration collective, pas les supermarchés ou très peu les supermarchés, dans l'événementiel, chez les industriels, chez les grossistes, les maraîchers, partout pour la transformer en aide alimentaire. Donc c'est un modèle très compliqué. Mais c'est ça qu'on essaie de faire tous les jours. Quand vous faisiez référence à cette anecdote, je pense que le fait d'être un opérateur sur le terrain des services publics n'interdit en rien de s'intéresser à la politique publique, bien au contraire. Moi, je trouve ça assez étonnant, finalement, que quelqu'un, surtout chez Singa, puisse dire ben, « moi, je ne m'intéresse pas aux politiques migratoires en France ». Parce que si vous ne tenez pas ce bout-là de la ficelle, vous pouvez faire tout ce que vous voulez de votre côté, mais si vous remplissez un bac avec des gouttes d'eau et que de l'autre côté, vous avez des réserves de plusieurs millions de tonnes qui se déversent à quelques mètres de vous, votre action, forcément, est limitée, et autant le savoir et en avoir conscience. Donc moi, je pense que c'est très important pour les associations, fussent-elles opérateurs des services publics, de savoir comment la politique publique de leur secteur est mise en œuvre. Ensuite, le lien qu'il peut y avoir entre les deux, pour moi, est un lien ni d'insubordination ni de subordination. C'est-à-dire qu'on fait partie du secteur privé, c'est le principe de la loi 1901, des associations, et on peut travailler en contrat avec l'État, une collectivité locale, et d'ailleurs des structures, le monde de l'entreprise également, mais ne jamais être dépendant, totalement dépendant des structures, y compris de celles qui peuvent nous financer. Nous, c'est aussi comme ça qu'on construit notre modèle économique. Ça se lie pas mal à travers les modèles économiques des différentes associations, mais pour peu que les ressources viennent d'endroits différents et ne soient pas liées à un seul financeur, l'État ou une collectivité locale, forcément, on obtient plus de liberté, on a plus de liberté dans notre manière d'agir. Mais je pense que c'est très important quand on s'attache à un secteur et qu'on prétend ou on essaye de le changer et d'apporter quelque chose de nouveau dans ce secteur, de savoir précisément comment fonctionnent les politiques publiques et d'avoir un avis sur l'évolution de ce secteur. Voilà, quitte à ce que cet avis soit effectivement critique. Mais justement, mais c'est le rôle des associations aussi de temps en temps. D'ailleurs, il y en a plein qui ont fait fortune en portant le drapeau assez haut. Prenez, je ne sais pas, sur le droit au logement, Jean-Baptiste Ayrault, moi je l'ai toujours entendu dire il y a un problème sur le droit au logement en France. Voilà, et il y en a d'autres l'ont fait. Mais je pense que c'est une responsabilité des associations de savoir ce qui se passe en termes de politique publique, de participer au débat autant que possible. Et ça ne veut pas dire rentrer immédiatement dans le jeu politique. Chacun est à sa place. Mais on est des acteurs du monde politique en général, qui n'est pas le monde partisan exclusivement, mais qui est la société française, et on doit participer. Nous, et je finis là, pardon, j'ai été un petit peu long, mais on distribue 2 300 000 repas aux étudiants en France par an. On est de loin la première association d'aide aux étudiants en France. Quand il y a un ministre, quand il y a un délégué interministériel qui prend la parole sur la question de la pauvreté des jeunes et sur la pauvreté, la précarité alimentaire des étudiants, nous, logiquement, il faut qu'on puisse donner un avis sur ce qui se dit et qu'on puisse expliquer ce qui se passe sur le terrain. Très bien. Est-ce que, justement, Audrey, est-ce que vous avez l'impression, alors on ne doute pas du rôle nécessairement politique des associations, mais est-ce que justement vous n'avez pas le sentiment que, alors sans faire le procès de tous les pouvoirs publics, parler au global c'est toujours un peu caricaturé, mais que les pouvoirs publics donnent encore la possibilité aux associations qu'elles financent largement, la possibilité d'être critiquées et de prendre leur place dans la démocratie. Est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce niveau-là ? Je pense qu'on a vu qu'il y avait un gros problème à ce niveau-là. Il n'y a pas longtemps, avec des répressions très très fortes, je pense faites sur en tout cas un certain secteur associatif. Des coupes dans les subventions publiques, un retrait pour Anticor de son agrément. Enfin, je veux dire, si, c'est évident qu'il y a un problème et que donc forcément la subvention publique lie quelque part d'une certaine manière l'acteur dans son langage, dans son action. Alors ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas rien faire, agir, revendiquer des choses. Ce qui est clair et ce qu'on voit en tout cas sur le secteur dans lequel moi je suis, donc démocratie, participation citoyenne et donc un peu plus militant peut-être que certains secteurs qui gèrent, enfin en tout cas
je ne veux pas parler à la place des établissements ou des structures qui aujourd'hui touchent beaucoup de subventions publiques, et je serais hyper intéressée de savoir ce que vous pensez justement de cette question. En tout cas, moi, de mon point de vue, il est clair que je ne peux pas, et d'ailleurs je ne réussis pas, à toucher des subventions publiques venant de certains ministères parce que mon action est jugée trop militante et trop politique. Pour autant, on travaille et on bénéficie de la subvention publique par ailleurs en travaillant avec des collectivités par des biais évidemment détournés. Mais on est aussi une association qui joue sur les deux bouts, c'est-à-dire je ne suis pas les Soulèvements de la Terre, je ne suis pas L214 qui ne touche pas de subventions publiques. Ces structures-là, pour rester indépendantes, doivent rester indépendantes de financement public, et c'est essentiel. Et c'est ça aussi la vitalité de la démocratie, c'est de s'assurer que la parole est libre. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, pourquoi est-ce qu'il y a parfois une impression de mise à distance du pouvoir public ou de l'État ? Parce qu'il y a une déception aussi des conséquences de nos actions ou de nos discours. On vient nous consulter, je pense à la Convention citoyenne pour le climat, mais je veux dire, désolée de le mettre là, c'est quand même un projet qu'on a porté avec Démocratie ouverte, avec d'autres. L'aspect déceptif de bah oui, en fait on joue sur ce terrain de s'occuper du politique et de venir discuter des sujets politiques avec les personnes qui ont un pouvoir de décision et de mise en action, et de se retrouver avec la porte fermée au bout d'un moment, ça crée en fait une réaction parfois un peu épidermique qui n'est pas forcément constructive à terme, mais qui peut se comprendre en tout cas. Voilà. D'accord, très bien. Je vous remercie beaucoup. On ne termine pas sur une note très positive, mais on va voir dans la table ronde suivante qu'il y a des marges de manœuvre quand même. Je voudrais qu'on applaudisse très fort nos deux intervenants. Merci Julien, merci Audrey.